Donc j'ai la grande chance d'animer ce débat. Je suis Éric Favreau, je suis d'ordinaire journaliste à Libération, le quotidien que vous lisez tous les matins. Et aussi avec d'ailleurs Emmanuel Vigneron qui est au milieu, on a lancé il y a quelque temps un site, je vous conseille, qui s'appelle VIF, autour des questions de santé, mais autour des questions de la vieillesse, des inégalités de santé et de la folie. Voilà, qui s'appelle VIF, voilà, parce que je trouvais que c'était 3 domaines où il y avait des grands trous noirs dans le monde de la santé aujourd'hui. Et là, on va parler d'un 4e grand trou noir, mais qui est très particulier, autour donc des déserts médicaux, avec ce titre absolument magnifique qui est « Comment lutter contre les déserts médicaux ». La question est intéressante parce que pour suivre ces questions de santé depuis très longtemps à Libération, ça fait quand même depuis très longtemps que j'entends les mêmes questions. Je me souvenais d'ailleurs de Simone Veil mettant en avant un plan pour lutter contre les déserts médicaux. Ça devait être en 89 ou 90. Voilà. Et depuis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a grosso modo un plan gouvernemental tous les ans, si ce n'est pas 2. Là, on a une dernière mesure qu'on nous annonce, à savoir pour ces pauvres étudiants qui ont choisi l'internat en médecine générale, ils vont être coincés une année supplémentaire pour éventuellement aller dans les régions qui en ont le plus besoin. Je fais le pari avec vous que cette mesure ne sera pas adoptée. Ça, je prends toutes les mesures parce que ils vont avoir très peur de réactions un petit peu fortes du milieu. Voilà. Donc peu importe, mais je trouve que la question autour des déserts médicaux est intéressante à plus d'un titre. D'abord parce que le terme est magnifique. Voilà. Je ne sais pas, peut-être qu'Emmanuel Vigneron arrivera à nous dire comment est arrivé ce mot désert médical, déserts médicaux, parce que c'est très compréhensible, c'est très explicite. Or, quand même, le monde de la santé est le monde où le vocabulaire est bien souvent compliqué, complexe, effet écran, voilà, on sait. Et en même temps, voilà, les déserts médicaux, c'est très bizarre parce que on parle toujours des campagnes. Or, manifestement, peut-être qu'on va le voir, c'est aussi dans les très grandes villes qu'il y a des déserts les plus forts, ou plus exactement des grandes difficultés dans l'accès aux soins, puisque c'est quand même ça la morale de l'histoire. Parce que d'une certaine façon, on pourrait se dire c'est pas grave s'il y a des déserts médicaux, si les gens sont bien pris en charge, si les gens ont accès aux soins. Et c'est un peu cette question-là, et d'ailleurs c'est une des questions que je poserai à Emmanuel Vigneron, qui est au milieu, qui va être le premier à parler, qui est donc géographe et qui est un grand spécialiste des territoires et de la santé, et qui fait de magnifiques cartes qui pointent et qui révèlent les inégalités territoriales. Voilà. Et d'ailleurs, je m'amusais à le questionner, à le bousculer un petit peu en lui disant, mais bon, d'accord, il y a des départements, il n'y en a pas beaucoup, mais est-ce que c'est problématique ? Est-ce que c'est mauvais signe quand il n'y a pas trop de spécialistes ? Peut-être pas, les indicateurs de santé au regard des déserts médicaux, ce serait intéressant à voir. Autrement, nous avons Jacques Saint-Calme, qui est à ma droite, qui a une histoire et un parcours très original, puisque c'est un médecin transplanteur, et il m'a bien fait remarquer qu'il a transplanté tous les organes. Or, c'est pas très répandu de rencontrer des chirurgiens. Oui, mais je ne l'ai pas fait remarquer. Oui, mais moi, voilà. Et qu'à la fin de sa carrière de transplanteur, il s'est lancé dans quelque chose qui va nous expliquer autour de la télémédecine, qui est aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais très mise en avant pour essayer de répondre à la question des déserts médicaux. Et puis, tout au bout, je regarde pour ne pas, parce que j'ai l'habitude de mal prononcer les noms, Marie-France Gonard-Anderson, qui est géographe, elle aussi, qui est maître de conférence à l'université de Metz, et qui a la double particularité, à côté de ses fonctions universitaires, d'avoir des fonctions politiques ou municipales. Et d'ailleurs, puisqu'elle est de ce coin-ci de l'Hexagone, elle nous racontera d'ailleurs les difficultés transfrontalières, où les médecins passant plutôt d'un côté que de l'autre de la frontière, pour des raisons, je suppose, bien souvent financières ou peut-être de qualité. Donc l'idée de cette rencontre, c'est vous avez tous les 3 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes, et puis surtout que vous parlez, parce que je vais agacer un peu mes interlocuteurs. Les débats sur les déserts médicaux, je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai entendu 50, une centaine, et la plupart du temps,
pour être un peu caricatural, ça ne sert à rien. C'est toujours les mêmes clichés. Donc on attend de votre part des réactions pour bousculer et essayer de faire en sorte pourquoi cet immobilisme. Emmanuel, vous avez la parole, cher professeur honoraire. Émérite. Voilà, j'ai toujours pas compris la différence. C'est mieux? C'est mieux? Voilà. Bon, merci. Bonjour. Voilà, j'étais professeur à Montpellier et puis depuis quelques mois, santé publique à Paris, au ministère de la Santé. Et ouais, je pense que j'ai un très bon micro. Et je dois vous dire que je suis très heureux d'être à Saint-Dié, où je viens depuis 25 ou 30 ans bientôt, très régulièrement, et pour trois choses. Une première, c'est d'y exposer, naturellement, c'est notre boulot à nous, les universitaires, d'y exposer l'actualité de ma recherche dans le domaine qui est le mien, la santé, la prospective en santé, les inégalités territoriales de santé, toutes choses sur lesquelles j'ai écrit beaucoup de livres et qui ont conduit même parfois le festival, c'était en 2002 par exemple, à faire, cette année-là, c'était Santé et Territoire, c'est quand j'étais à la Datar où j'animais ce secteur-là, et puis d'autres fois à faire sur la prospective et l'évaluation des politiques publiques territoriales. C'était à l'époque de la LOLF en 2004. Bon, bref, je viens régulièrement. Et là, sur les déserts, évidemment, moi, quand on me dit désert, je pense désert médical. Et donc, c'est la première raison pour vous parler de l'actualité la plus récente des déserts médicaux que je suis venu, et notamment parce que j'ai réalisé cette année, comme souvent, je suis conseiller de beaucoup d'associations d'élus, pour l'association des maires ruraux de France, une étude tout à fait récente avec des données qui datent du mois d'août 2022 sur l'actualité des déserts médicaux en France. Donc c'est peut-être pour ça qu'on me fait commencer, et c'est de cela dont je voudrais vous parler. Je suis content d'être là aussi, et je viens à Saint-Dié régulièrement, parce que j'oublie pas que moi, comme tout le monde, j'ai commencé jeune par être agrégé de géographie, et j'ai pas travaillé longtemps au lycée, mais un peu, puis j'ai toujours conservé les meilleures relations avec mes collègues, professeurs de collège ou de lycée, et Saint-Dié est un lieu important de rencontre entre la géographie universitaire et la géographie telle qu'elle se pratique dans l'enseignement secondaire. Par exemple, des sujets comme la prospective et tout sont devenus, ou la géographie de la santé, c'est un truc qui est devenu un peu au programme. Donc je suis heureux de voir tous ces collègues, jeunes ou moins jeunes, qui sont là. Il y en a beaucoup dans la salle. Et je suis entièrement à leur disposition dans les heures et jours à venir. Et puis enfin, je suis content de venir à Saint-Dié, parce que ça c'est grâce à son fondateur, Christian Pierret, je crois qu'on le doit. Il y a toujours à Saint-Dié beaucoup de gens du pays, intéressés par le sujet. Alors, il peut y avoir des élus, hein, bien sûr, des maires, des communes voisines, très intéressés par ces questions. Et pour moi, l'engagement au service de la société et au service des élus est très important. C'est pour ça aussi, il l'a dit, Éric Favreau, que j'écris beaucoup dans la presse. De mardi encore, il y a eu 2 pages dans Le Monde, là, dans Le Monde daté de mercredi. Mais ce n'est pas d'elle dont je vais parler, puisque ça a déjà été publié il y a 2 jours. Mais je travaille très régulièrement avec Le Monde, 2 fois par an, 2 pages environ, et ça c'est grâce au service infographie. Et j'ai plaisir à vous signaler que tout à l'heure après nous, c'est Delphine Papin, la chef du service infographie, qui interviendra dans cette salle sur la guerre en Ukraine et sa représentation. Bon, bref, eh ben on va passer à mon exposé très rapidement autour de quelques cartes pour essayer de parler. Et quand je parle, je m'adresse aux jeunes collègues, là, ou moins jeunes, c'est aussi pour dire que ce qu'on fait doit avoir une vocation pédagogique, tant pour les élus que pour les collègues enseignants qui sont chargés de transmettre ces connaissances et cette façon d'aborder les connaissances aux jeunes. Et donc, il se peut que je fasse des petites parenthèses sur des points de méthode qui peuvent être très intéressants pour les travailler avec des élèves, qu'il s'agisse d'élèves de 6e ou d'élèves de terminale. C'est ce dont je parlais avec un monsieur qui est là dans la salle. Par hasard, j'ai voyagé avec lui ce matin, qui est Pierre Mongin, qui était enseignant à Lille et qui est connu pour, y compris dans les réseaux Canopé, etc., pour avoir développé des méthodes d'enseignement
dont il pourra vous parler, Pierre, il est là, il se tient à votre disposition aussi après, sans doute, j'imagine. Et donc, au passage, on a parlé, il s'appelle Pierre Mongin, son cousin c'est Olivier Mongin, ça vous dit à beaucoup d'entre vous ici, le patron de la revue Esprit, et son cousin Germain, m'a-t-il dit, auquel je vouais beaucoup d'admiration. Et je pensais, en réponse à ta question, depuis quand parlons-nous de déserts médicaux, que Esprit, la grande revue intellectuelle française, en 1953, a publié, je dis de mémoire, hein, je peux même vous dire que c'est le numéro de mars 1953, parce que ça fait type qui sait des choses, et en mars 1953, a publié un numéro célèbre de la revue Esprit, que vous avez en reprint, puisqu'aujourd'hui tout est électronique sur le site de Esprit, qui s'appelait « Misère de la psychiatrie ». Or, on sait que 53 à aujourd'hui, ça fait 70 ans. Et on sait que la psychiatrie est la plus déshéritée des disciplines médicales en France, et ici dans les Vosges tout particulièrement, comme on le verra tout à l'heure. Donc, quoi de neuf en août 22 sur la... Alors, les déserts médicaux, en tant que déserts médicaux, ça répond à ta question que je n'avais pas prévue, on en parle depuis 1991 environ, c'est les plus anciennes occurrences qu'on ait sur la question des déserts. À cette époque-là, on a commencé à se rendre compte, moi c'est le moment où j'ai commencé à publier, je venais de publier un Que sais-je, qui est un de mes premiers livres, qui était un Que sais-je qui s'appelle Géographie de la santé en France, dans lequel j'ai employé ce mot, mais c'est pas moi qui l'avais inventé. Il s'employait, et il faut bien voir qu'à l'époque, vous vous rappelez, enfin pour ceux qui ont mon âge ici, on est quelques-uns, on parlait beaucoup des déserts culturels, en considérant que le réseau des MJC de Malraux avait beaucoup amélioré la situation, mais qu'il manquait des choses. Et puis les gouvernements à l'époque, sous le premier septennat de Mitterrand, étaient très engagés dans ces politiques culturelles. Donc on parlait de désert culturel. Mais de fil en aiguille, on pouvait aussi parler de déserts de toute nature, déserts d'équipements sportifs, parce que la France était très en retard en la matière, et aussi donc déserts médicaux, car ils commençaient à se manifester. Ils commençaient à se manifester sous l'effet du numerus clausus qui avait été mis en place en 1971, mais qui vraiment était devenu très dur à partir de 1979, et 10 ans plus tard, ça commençait donc à se manifester en France. Donc l'expression désert médical, elle est venue de cette époque-là. Au départ, quand on en parlait, moi je n'étais pas contre en parler parce que comme un géographe, à l'agrégation, c'était les déserts l'année où j'ai passé l'agrégation. Alors vous pensez si je pouvais faire le cador sur les déserts, quoi. Et donc ça me plaisait de parler des déserts médicaux. Et alors on me reprenait au ministère ou ailleurs, mais non, pas du tout, tu ne penses pas, c'est très exagéré. Moi je dis ouais, c'est exagéré, mais enfin les déserts c'est relatif. J'ai entendu une des responsables du FIG, la scientifique, qui est intervenue sur France Inter hier. Elle parlait que les déserts étaient peuplés, qu'il y avait des oasis et tout. Donc le désert, il est aussi relatif. Il est parcouru d'hommes et de femmes, et d'hommes surtout, voilà, pour des routes commerciales. On sait tout ça. Donc le désert médical, ça ne veut pas dire un désert absolu, mais c'est un désert qui peut être relatif. Et au fil des ans, ce désert s'est creusé. Donc aujourd'hui, parler de désert médical n'est pas exagéré. On dit parfois que ce terme désert médical est contingent. En réalité, excusez-moi, mais on va le voir tout à l'heure, pour beaucoup d'habitants du sud des Vosges, ici, ou de l'est des Vosges, enfin de l'est et du sud des Vosges, ou pour beaucoup d'habitants de la Nièvre, mais aussi de la Mayenne, mais aussi de l'Ariège, mais aussi de ceci ou de là, eh ben, la réalité désert médical, elle est absolue. Et on va voir avec un indicateur là, tout bête, mais une façon de présenter les choses qui nous montre ces déserts médicaux. Allez, on y va. J'ai déjà dépassé 12 minutes peut-être. Non, 10 minutes. Ah ben c'est bien, il m'en reste 10. Les diapos, qu'est-ce qui les fait défiler? Vous voulez bien? Oh, trop sympa. Sinon je me déplace, mais je vais tomber. Voilà. Bon, et c'est important, matériel et méthode, hein, mais je ne vais pas en parler trop, mais je veux dire à tous les collègues qui sont ici, c'est un sujet très important. Ce dont on n'en parle jamais qu'à travers des données qu'on construit ou données qu'on utilise. Le mieux, c'est de les construire. Moi, je cherche à les construire au maximum, mais il faut bien savoir de quoi on parle. Je parle du RPPS, qui est le répertoire partagé des professionnels de santé, qui est un fichier unique qu'on a rassemblé voici une dizaine d'années à partir des données du CNOM,
le Conseil de l'ordre national, et puis de la Sécu, et puis des données de déclaration, c'est une maladie, une profession, pardon, à déclaration obligatoire, pas une maladie, une profession à déclaration obligatoire, qui était le fichier ADELI du ministère de la Santé. Donc 3 fichiers qu'on a fusionnés, qui donnent le RPPS. Ce RPPS, vous l'avez en accès libre sur le site data.gouv.fr, donc des collègues ici de terminale, ou avec des élèves, ou de classe prépa, ou des grands, peuvent très bien aller piocher là-dedans, y compris pour voir dans leur coin, même en troisième, par exemple, ce qu'il en est de l'offre de profession médicale et paramédicale. Les données, ce qui est important dans un taux, c'est ce qu'on met au numérateur, les médecins, et il faut bien préciser lesquels, puis ce qui est important aussi, c'est le dénominateur. Il faut que le dénominateur soit la population concernée par le numérateur. La population concernée par les médecins en France, c'est la population de la France. La population de la France connue par âge et sexe, puisque la consommation varie évidemment grandement avec l'âge et le sexe. Donc, c'est les données de population INSEE à l'échelle communale, agrégées ensuite, telles qu'elles sont connues au 1er janvier 2021. C'est long de dire ça, mais c'est extrêmement important pour tous mes collègues enseignants de bien penser qu'on doit toujours être très au clair sur ce dont on parle. Parler des médecins, ça ne sert à rien si on n'est pas capable de dire pourquoi. La base RPPS, ça contient 800 000 lignes, mais il n'y a jamais que 225 000 médecins en France. Et pourquoi? Parce que c'est une base à enregistrement continu. On ne sort pas ceux qui sont morts, ceux qui ne travaillent plus, etc. Ils restent dans la base qui a été créée en 2012. Donc il y a un gros boulot de redressement de la base, de travail sur les bases, de vérification. Et déjà, par exemple, dans un cours sur l'utilisation des données en géographie, en histoire ou quoi, avec des élèves, on sort du RPPS ce qui concerne la commune du lycée où on est, et puis avec l'annuaire téléphonique, on constate les écarts. Celui-là, non, il est mort il y a 20 ans, celui-là, il ne travaille plus, etc. Et puis, donc, référence à la moyenne nationale. Et pourquoi les bébés? Vous le savez, je dis ça aussi pour les collègues, après je m'adresserai aux autres, mais un chiffre ne vaut jamais que quand il est comparé à un autre. Et un pourcentage ne signifie rien s'il n'est pas dit en même temps à quelle population il se rapporte. C'est des vieux principes de la statistique. C'est pas moi qui moi je les ai écrits ça dans un que sais-je, mais je l'ai pompé sur d'autres qui l'avaient dit avant moi. Et c'est notamment Daniel Schwartz, un des grands statisticiens français de l'après-guerre, qui l'a dit. Donc des références à la moyenne nationale, pourquoi? Eh bien parce que dans un pays démocratique, une république comme la nôtre, qui est sociale, se référer à la moyenne nationale a une double utilité, utilité renforcée depuis les lois de décentralisation Raffarin 1, qui dit que la République française est sociale et décentralisée. Mais il n'en reste pas moins que l'article 1 dit que la France est une et indivisible. Donc se dire la moyenne est un objectif de convergence commun m'a toujours, c'est une valeur politique un peu, mais ça m'a toujours paru être un objectif qui pourrait être atteignable assez aisément par simple égalisation, redéversement de ce qui est. Donc ça, c'est un truc très important. Mais ça ne suffit pas. Et donc, j'ai aussi pris, dans ce qu'on va voir, des références sur un idéal qui me paraît relativement accessible, qui est par exemple pour les médecins généralistes libéraux, d'avoir partout un taux de 1 pour 1000. Un médecin pour 1000 habitants, voilà un chiffre simple à retenir, qui correspond à un souhaitable qui apparaît comme possible, la moyenne actuelle étant de 0,83. Et puis, pourquoi les bassins de vie et départements? Eh bien, les médecins généralistes, c'est vraiment une profession qui doit s'exercer en proximité, c'est extrêmement utile pour le dépistage, etc. Et donc, le bassin de vie est une bonne échelle aujourd'hui, compte tenu de la motorisation de la population, etc., des transports en commun dont on dispose, pour apprécier, on peut plus, il n'y a jamais eu, de toute façon, en France, un médecin par commune, et donc, le bassin de vie est une bonne échelle pour l'observation de la répartition et des inégalités de répartition des médecins généralistes. Et les départements pour les médecins spécialistes, parce que semblablement, s'il y a quelques spécialités, ce sont celles dont je parlerai, qui sont d'un usage assez courant, surtout dans une population vieillissante où les maladies chroniques se développent, surtout si on est, il y a peut-être des élus parmi nous là, soucieux de l'attractivité de son territoire, la présence de gynéco et de pédiatres sur des jeunes parents, c'est évidemment un facteur très important d'attractivité ou à l'inverse de repoussoir pour s'installer. On a besoin, quand on est des jeunes couples et qu'on va avoir des enfants, on a besoin de pédiatres et de gynécologues. Suivante.
s'il vous plaît. Ça dort. Alors, voilà une première image. Elle n'est pas publiée encore. Vous êtes les premiers à la voir en France. Elle le sera dans les journaux ces jours prochains. Vous savez, alors là, je m'adresse encore une dernière fois à mes collègues enseignants, mais le FIG, c'est ça d'abord, une rencontre entre l'université et le monde enseignant, et c'est un très grand plaisir pour moi de discuter ça avec vous. Quand on parle de densité en matière sociale, hein, quand on parle de densité en matière d'habitants, habitants au kilomètre carré, nous l'avons tous appris dès la classe de sixième. Mais lorsqu'on parle des choses sociales, on parle toujours aussi de densité, par exemple densité de salles de cinéma, densité de ceci, de cela, de boulangerie, pour 1000 habitants. Et là, pour la première fois, personne n'a jamais vu cette carte, il n'y en a aucune semblable publiée en France, c'est la densité des médecins au kilomètre carré. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'au fond, on obtient une réponse, une image qui est un peu semblable à celle du primate d'où nous venons, qui un jour s'est redressé dans la savane et a fait porter son regard au loin. Il y a des coins en France, donc c'est une appréhension, hein, le spectacle, ce qu'on voit par les fenêtres, surtout nous, géographes ou amoureux de la géographie, on est sensible évidemment au paysage. Et donc, ça c'est l'impression qu'on peut avoir lorsque vous voyez quoi là, l'ouest du département des Vosges ou la Haute-Marne, vous voyez un peu tous ces grands déserts médicaux là tout blancs, et bien là il y a moins de 0,02 médecins par kilomètre carré. Ça veut dire qu'il faut faire porter son regard autour de soi quand on se relève là au sud de la Haute-Marne ou dans la Nièvre, ou enfin vous voyez dans plein d'endroits où je vais montrer à ma hauteur là, dans le Mercantour ou dans les cantons nord de l'Hérault sur le Larzac et ici au sud de l'Aveyron sur le Larzac et le Lévézou également, enfin dans plein d'endroits de France que vous connaissez, que j'ai évidemment pas le temps de détailler, de nommer. Quand on se relève, on fait porter son regard à 30 km, vous voyez le Larzac comme c'est plat ou c'est quoi là, il y a un médecin dans un rayon de 30 km. C'est rien. Les déserts médicaux, ça existe. Et la sensation que ceux d'entre nous qui habitent dans le monde rural ont du désert médical n'est pas du tout une sensation exagérée. Quand on est maire d'un petit village ou d'un moyen village ou même d'une petite ville dans ces territoires, on est bien normal de trouver des médecins. La suivante diapo, je pourrais revenir là-dessus, mais on n'a vraiment pas plus de temps. Ça, c'est aussi une carte j'ai eu cette idée pour les maires qui sont démunis d'informations dans leur relation d'élus de la nation avec l'administration qui n'est pas élue, elle. Et donc, dans leur relation, ça veut dire avec les agences régionales de santé, de les doter, les outiller de données simples, mais vraies, puisqu'après tout, c'est jamais que l'opposé d'un calcul classique. On dit qu'il y a 0,386 médecins pour 1000 habitants, par exemple, dans tel territoire. Mais un médecin, ça ne se coupe pas en 0,386, ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, j'ai eu cette idée, elle était bête, et il a fallu que j'attende d'avoir mon âge pour la présenter comme ça. Ça fait quelque temps que je l'ai, mais je ne l'avais pas fait. De dire, mais au fond, est-on capable de dire de combien de médecins on aurait besoin là? Parce qu'il appartient à l'élu, par son pouvoir d'évocation, d'alerter les pouvoirs publics, de dire, mais moi, il me manque tant de médecins. Et donc, j'ai fabriqué cette carte à l'échelle nationale, donc c'est des petits chiffres, mais vous avez des bons yeux, qui disent, dans tel bassin de vie, je peux en prendre un ici, par exemple, là, le orange, où il y a marqué 22, vous le voyez peut-être de loin, là, c'est Alès-la-Grand-Combe. À Alès-la-Grand-Combe, il manque, pour bien desservir la population au niveau moyen national, il manque 22 médecins au jour d'aujourd'hui. Donc les élus du coin, de la communauté de communes ou du bassin de vie ou des communes, sont en droit d'alerter. Et cette carte, donc, elle sera présentée demain, mais j'y serai pas, je serai encore avec vous, mais c'est des élus qui la présenteront pour moi. Et puis vous pouvez le voir sur le site, au Congrès national des maires ruraux qui a lieu en Dordogne cette année. Vous savez que le président de la MRF, c'est un Vosgien voisin.
Voilà, donc cette carte, elle nous dit au fond, territoire par territoire, il y a 1600 bassins de vie en France, combien il en faudrait de médecins pour parvenir à cette moyenne actuelle, à l'égalisation pardon, de cette moyenne actuelle de 0,83 pour 1000. C'est pas un idéal, c'est même pas un objectif, c'est juste trouver une référence commune pour pouvoir parler dans le cadre des principes républicains de liberté d'abord, d'égalité aussi, et de fraternité qui imposent qu'on s'entende sur des données de base, quoi, qu'on échange sur les mêmes choses. La suivante diapo, il n'y en aura pas beaucoup, hein. La suivante diapo... Oui, parce qu'il ne vous reste pas énormément de temps, ça fait 20 minutes. Hein. J'arrête alors. Bon, moi, c'était montré, vous voyez, en gros, là, c'est le département de la Nièvre. On voit mieux combien il en manque, là, que ce soit au sud ou au nord de la Nièvre. Passez, s'il vous plaît. Ben là, voilà. Alors, j'ai fait les mêmes cartes. Pour les cardiologues, par exemple, enfin, pour 12 spécialités qui sont les spécialités plus courantes. Il y a 54 spécialités médicales légalement reconnues en France. Par exemple, j'empresse de dire que tout dépasse. Ce matin, j'ai eu un appel là, de France Bleu Roussillon. Il me dit, ah ouais, mais nous, on a des médecins thermalistes. Je lui ai rappelé que médecin thermaliste, ça n'existe pas. Mais ça concerne aussi ici, avec Vitel. Il n'y a pas de médecin thermaliste en France. On est médecin généraliste exerçant dans une station thermale, éventuellement, mais c'est tout. Et donc là, les cardiologues, reconnaissant que dans une population qui vieillit, c'est important. Eh bien, pour desservir les Vosges, par exemple, hein, vous avez beaucoup de Vosgiens parmi nous, eh ben, il faudrait avoir 8 cardiologues de plus dans le département pour qu'on soit à égalité. Mais si on creuse et qu'on regardait Saint-Dié versus Épinal, on verrait bien sûr qu'à Épinal, on n'est pas loin de ce niveau, mais que dans la périphérie, on ne l'est pas. Enfin voilà un exemple tout à fait pratique qui permet de, je dis ça aussi pour mes collègues enseignants, je crois, hein, sincèrement, j'ai toujours adoré, moi, participer à des bouquins scolaires et tout, de dire, voilà des indicateurs simples qu'un enfant, un jeune, peut comprendre, et même dont il peut comprendre la critique qu'on peut faire. Parce qu'on part d'un truc qui existe, et puis on peut lui dire, ah ouais, mais attention, par exemple, il y a 8 cardiologues en trop, semble-t-il, dans les Pyrénées-Orientales. Mais comme vous le savez, toute la moitié est des Pyrénées-Orientales, et même un peu les hauts plateaux du Cap-Cyr, est occupée par des centres de rééducation qui sont hérités des centres de rééducation de la guerre d'après la guerre 14, et qui sont demeurés comme des centres de rééducation cardiologique. Alors évidemment, il y a des gens qui viennent partout de France. Mais donc, chaque cas peut s'expliquer. Il n'empêche que, en Lozère, il manque 3 cardiologues, et que 3 cardiologues, c'est quand même pas la mer à boire. On peut se dire, mais pourquoi on ne trouve pas 3 cardiologues en Lozère? Suivante et dernière. Suivante, non, on passe, ça, l'ophtalmo, c'est pareil, vous voyez, j'ai fait pour. Ben voilà, il y a des tableaux, c'est pour les mères, hein, donc il en faut des biscuits, et il y a un grand tableau avec 1600 lignes, c'est 1600 à peu près, hein, bassins de vie français, et puis un certain nombre d'indicateurs qui permettent de dire nombre de médecins généralistes, vous voyez en jaune pour être à la moyenne, nombre de médecins généralistes pour être à 1 pour 1000, pour chacun le nombre de médecins manquants par rapport à ce qui existe, il en faudrait 21. On va prendre tiens, la ligne Saint-Dié en bas, là. Il y a 40, il faudrait 45 médecins généralistes dans le bassin de vie de Saint-Dié pour être à la moyenne. Il y en a 41 aujourd'hui. Il en faudrait au moins 4, ce qui représente un effort de 10%, ce qui n'est pas non plus monstrueux. Mais si on voulait être à 1 pour 1000, alors il en faudrait 54, et il faudrait donc en avoir 30% de plus que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà des chiffres simples, clairs, qui me paraissent susceptibles d'être de la vraie géographie appliquée. C'est ce que je me suis forcé de faire toute ma vie. Depuis jeune, c'est jamais que le 32e FIG, j'ai dû être au premier ou au second. Et puis la suite, la toute dernière diapo, puis j'arrête, ben là, elle présente pour les spécialistes comme ça, vous voyez que les Vosges sont déficits, c'est la ligne jaune, la colonne de gauche à chaque fois, elles sont plutôt en manque de cardio, de gynéco, d'ophtalmologistes ô combien, or la population est très vieillissante,
et a besoin de docteurs des yeux, mais aussi de pédiatres, comment attirer des jeunes quand on n'a plus de pédiatres, et alors le drame de la psychiatrie en Moselle, on le sait, dans les Vosges, dans la Haute-Saône, et même dans le Haut-Rhin, il n'y a guère que le Bas-Rhin, avec les hôpitaux universitaires à Strasbourg, et les services de psychiatrie du CHU, plus l'ancien HP de l'hôpital psychiatrique de Strasbourg, qui arrive à tirer leur épingle du jeu. Voilà ces indications que j'ai voulu faire, qui nous donnent l'actualité des déserts médicaux. D'un mot pour conclure, c'est blanc alors, les déserts médicaux ne se résorbent pas, ils perdurent, ils se creusent, et ce creusement va depuis quelques années en accélérant. Vous comprenez bien pourquoi, hein. À la fin, quand un lavabo se vide, ben les derniers tourbillons, ils sont plus rapides que les premiers. On l'a tous constaté en se lavant les dents le matin, mais c'est exactement le même principe. Il devient de plus en plus difficile d'attirer des jeunes à s'installer, pour les qui s'installent en milieu rural, quand il n'y a plus personne et qui se disent non seulement le boulot est déjà dur, mais c'est nous les derniers qui allons être les derniers des Mohicans et avoir toute la charge de travail, tout l'effort. Donc non, on n'y va pas, on reste en ville. Et je dis nous, parce que souvent aussi c'est un homme, un mari et une femme aujourd'hui qui sont candidats. Voilà. C'était juste seulement pour vous parler de l'actualité. Regardez Le Monde de mardi si vous en voulez une Merci autre, beaucoup, cher etc. Emmanuel. Il me coupe, je vis avec des sécateurs. Oui, parce que là, 25 minutes, c'était pas tout à fait dans les règles, cher professeur. Oui, mais c'est comme ça. Voilà, je suis désolé. Voilà, malheureusement, voilà. Excuse-moi, je demande pardon. Merci en tout cas infiniment. Mais on aura l'occasion de discuter, c'est pour ça que je te bouscule un tout petit peu, parce que voilà, ces cartes-là, elles sont absolument exceptionnelles et intéressantes. Mais bon, on sait que ça ne va pas maintenant, donc on ne va pas répéter pendant des années que ça ne va pas, et puis voilà. Essayons de comprendre comment faire en sorte, puisque manifestement la situation s'aggrave. Voilà, et c'est donc avec vous, Marie-France, qu'on va avoir un focus sur une région, sur un coin, et éventuellement sur des possibilités de, non pas d'y remédier, mais en tout cas d'apporter des premières réponses. Merci beaucoup Emmanuel, et à toi, et à vous, pardon, Marie-France, vous avez un micro, tout va bien, il y a un ordinateur qui ne marche pas, c'est normal. C'est bien. Bravo. Alors vous avez donc 2 heures devant vous, puisque... Pendant que la technique se met au bout du jour, je réponds à ton truc. Il n'est pas inutile de répéter les choses. Sur les déserts médicaux, ça, de mon point de vue, il est totalement inutile, puisque tout le monde, partout, on répète qu'il y a des déserts médicaux, et qu'est-ce qui se passe? Ça s'aggrave. Voilà. Mais donc c'est pour ça qu'on en parlera après. Mais on va laisser la parole à Marie-France. À vous, madame. Bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Marie-France Gonard-Anderson, je suis maître de conférence à l'Université de Lorraine sur le site de Metz. Et je ne suis pas une spécialiste de la géographie de la santé, mais plutôt en géopolitique sur les coopérations transfrontalières. Et je me suis intéressée, en fait, je suis venue à m'intéresser à la question de la santé suite à la pandémie de Covid-19, à la fermeture des frontières et à l'attractivité, en fait, de nos voisins belges, surtout luxembourgeois, allemands, suisses, sur toutes les zones frontalières. J'ai eu l'occasion aussi de travailler en début d'année sur la frontière Oder-Neisse, où on voit exactement le même processus d'attractivité du côté allemand sur les zones frontalières polonaises, où les infirmiers, les médecins sont attirés par l'Allemagne. Donc on va le voir dans notre secteur. J'ai zoomé sur les territoires frontaliers nord-lorrains, parce qu'ils sont confrontés aux mêmes problématiques que l'on a déjà évoquées. Ce sont alors des déserts médicaux, mais la définition du désert médical, elle est, je pense, très complexe. Et pour montrer que c'est vraiment une question d'actualité à la une, comme le disait mon collègue Emmanuel Vigneron, on en parle beaucoup dans la presse ces derniers temps, et depuis la Covid. C'est vraiment un sujet qui a ouvert beaucoup de débats, beaucoup de chantiers au niveau des politiques, que ce soit au niveau européen jusqu'au niveau local. Énormément de réflexions en ce moment pour essayer d'améliorer la situation.
sur toutes les zones, et en l'occurrence sur ces zones frontalières. Donc là, j'avais mis juste en introduction pour illustrer des articles qui sont parus dans la presse locale ces derniers temps, en janvier, encore là récemment, le 24 septembre, sur cette question de la désertification des espaces, à tout point de vue en fait, parce que le désert médical accompagne une désertification, on parlait de désertification culturelle, une baisse de la démographie aussi, dans certains territoires comme la Meuse, le nord de la Meuse, et accompagne l'évolution des anciens bassins miniers, le bassin ferrifère comme le bassin houiller, où il y a vraiment des difficultés pour attirer des médecins, mais aussi d'autres emplois. Alors pour illustrer, j'ai repris cette notion de déserts médicaux à partir de cartes. Comme le disait Emmanuel Vigneron, une des premières questions qui se posent, c'est les indicateurs. Quel indicateur prendre? Il y en a beaucoup qui sont proposés, qui sont ouverts. On a évoqué l'adresse tout à l'heure, on a évoqué d'autres sources d'informations. Avec des élus, on a regardé aussi Carto Santé. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées. L'Union européenne propose également une ouverture de ces données à l'échelle européenne. C'est European Health Data Space qui a été proposé au mois de mai pour renforcer l'accès aux données utilisables par les chercheurs, les institutions, les entreprises, toujours dans le respect des normes de protection des données. Donc c'est aussi quelque chose qui se met en place, cette question des données. Je pense qu'elle est primordiale au départ pour pouvoir identifier effectivement les territoires, puisqu'en tant que géographe, on focalise sur les territoires qui sont en difficulté aujourd'hui. Et là, on l'a bien vu précédemment. Donc j'ai repris le zonage médecin qui est sorti récemment, qui a été publié par l'ARS Grand Est. Et en comparant, on peut voir que dans le nord de la Lorraine, en reprenant notre ancienne région Lorraine, il y a de fortes disparités territoriales en termes d'offres de soins. Donc, je le disais, conséquence de l'évolution démographique de certains territoires, comme le nord meusien rural, qui continue de se dépeupler, de l'évolution économique, et plus précisément des restructurations des anciens bassins miniers qui rendent ces territoires moins attractifs aujourd'hui, mais conséquence aussi plus spécifique de l'attractivité du Grand-Duché de Luxembourg. Donc en ce qui concerne les offres d'emploi, et ce, quel que soit le domaine d'activité, mais en particulier dans le secteur de la santé. Donc on voit au nord de ces territoires que les zones d'intervention prioritaires définies par l'ARS se sont étendues. Donc elles vont bénéficier d'aides spécifiques, ainsi que les zones d'action complémentaire et les aides du fonds d'intervention régionale qui ont été mises en place. Donc il y a toutes sortes de cartographies aussi qui existent pour identifier l'évolution de ces territoires dans leur offre sanitaire. J'ai indiqué le zonage infirmier parce que l'attractivité du Luxembourg, elle se fait au niveau du paramédical avec, on voit toute cette zone nord Meurthe-et-Mosellane et Mosellane où on a une plus faible densité d'infirmiers. Quelques tableaux aussi sur des données en reprenant à partir de Carto Santé sur l'évolution des médecins, parce qu'une remarque que l'on voit fréquemment dans la presse, c'est le vieillissement de l'âge des médecins et le départ à la retraite et leur non-remplacement par des jeunes dans ces territoires un peu en difficulté, et en comparant effectivement au niveau national, au niveau régional et départemental l'évolution des généralistes, et on voit que nos départements ne sont pas forcément en position favorable, même si la Meuse et les Vosges, où le nombre de médecins diminue, de médecins généralistes, on voit un rajeunissement de ces médecins. Bon, j'ai passé assez rapidement, comme on a quelques minutes. En regardant également la densité de généralistes libéraux pour 10 000 habitants, on voit bien qu'entre 2012 et 2021, le nombre a baissé partout en France et dans nos départements. C'est bien marqué du coup en Meuse, en Moselle, où on voit que le nombre d'actes, l'activité moyenne par généraliste libéral, du coup, augmente. Il y a une pression qui est faite aussi sur les médecins qui sont en place et qui ont une surcharge de travail. Et ce qui est bien supérieur dans nos départements par rapport au reste de la France.
J'ai repris, alors par rapport à Emmanuel Vigneron, au niveau des bassins de vie, je me suis intéressée plutôt aux EPCI, aux établissements publics de coopération intercommunale, parce que c'est aussi à cette échelle qui est suffisamment proche du citoyen pour voir les besoins et des professions médicales et paramédicales. Et à cette échelle, donc, sont mis en place aussi toute une série de plans de réflexion aujourd'hui, puisque la commune est trop petite pour mener vraiment une politique efficace, surtout qu'on a beaucoup de petites communes en France, avec plus de 35 000 communes. On a quand même un petit peu baissé grâce aux pressions sur les fusions de communes, mais on est, contrairement à tous nos voisins, quand même avec nos toutes petites communes qui ont peu de moyens, qui essayent malgré tout d'être attractives, mais la réflexion, je pense, va se faire essentiellement au niveau intercommunal aujourd'hui, avec les contrats locaux de santé et toutes les mesures incitatives qu'elles mettent en place. Et elles font vraiment preuve d'ingéniosité pour essayer d'attirer les médecins et autres professions. Donc on le voit sur cette diapo, avec les communautés, que ce soit d'agglomération ou de communes qui sont le long de la frontière avec le Luxembourg. On a un vieillissement qui est extraordinaire. 80% sur Longwy, 80% des médecins ont plus de 55 ans, ce qui veut dire que dans les années à venir, il faut vraiment essayer de les remplacer, de trouver d'autres, des jeunes qui viennent sur Longwy. Pareil pour le PIO Val d'Alzette, 75%, cœur du PIO, on est à 66%. On voit que le nombre aussi de médecins a diminué. On passe de 50 à 36 dans la communauté d'agglo de Longwy. Alors, je ne parle pas des spécialistes. En interrogeant, j'ai interrogé beaucoup de personnes et plus j'en parle, plus c'est un sujet qui tient à cœur à tellement de monde que j'ai eu beaucoup d'interviews, beaucoup de retours et j'en reçois encore beaucoup. Il manque des pédiatres, il manque effectivement, parce que ce sont des populations jeunes qui viennent s'installer près du Luxembourg. J'ai mis aussi des chiffres pour montrer l'évolution constante. Alors là, c'est encore par rapport aux médecins généralistes et aux infirmiers, pour montrer que l'évolution reste, même sur Porte de France-Thionville, qui est un des pôles attractifs des territoires nord-lorrains pour la médecine. Donc un vieillissement aussi de la population peut-être moins médical, moins marqué que le long de la frontière dans les anciens bassins ferrifères. J'aurais pu rajouter aussi le bassin charbonnier, mais j'ai déjà zoomé sur cette partie. Et donc, l'impact de la frontière, c'est par rapport au nombre de personnes qui vont travailler de l'autre côté. Et il y a vraiment, dans ces territoires, au niveau de l'évolution démographique, un renouveau des populations. Même sur Longwy, aujourd'hui, sur Villerue, toute cette zone nord, on voit une évolution démographique qui, après avoir décliné avec la fin de la sidérurgie, de l'extraction, remonte et vont avoir un besoin en services de santé, et notamment pour les jeunes, parce que ce sont des populations jeunes qui vont travailler au Luxembourg. Donc là, on voit tous les territoires qui sont impactés par cette évolution, d'où un fort taux d'infirmiers au Grand-Duché du Luxembourg. Je travaille aussi avec des journaux, pour parler de la presse, avec des journaux luxembourgeois, entre parenthèses, et avec les Échos. J'y pensais parce que, du coup, on évoquait certains graphiques et on voit que le Luxembourg est, en revanche, peut-être moins de médecins que d'autres pays, mais sur cette comparaison entre les pays, où on voit un petit groupe, justement, avec Belgique, Luxembourg, France, et un nombre d'infirmiers important, peut-être un nombre de médecins moins important par rapport à tous les territoires de l'Est de l'Europe, où là, il y a un manque d'infirmiers, un manque de médecins aussi, parce que certains, c'est une des solutions, c'est attirer les médecins, les infirmiers de l'Est, parlant de la Pologne vers l'Allemagne, mais c'est aussi tous ces pays de la Roumanie, et énormément de médecins roumains qui viennent dans le nord de la Lorraine également, et un peu partout en France. Donc l'importance des effectifs français dans les hôpitaux luxembourgeois, en regardant les rapports des principaux hôpitaux luxembourgeois, on voit qu'un tiers en fait, des effectifs sont français, et ça monte d'année en année. J'avais mis le centre Émile Meyrich avec 2018, on était à plus de 32%, on est passé à 38% d'effectifs français, et cela ne cesse de progresser, avec encore un hôpital là, qui ouvre à Esch-sur-Alzette sur Belleval.
Donc le nombre de travailleurs frontaliers au Luxembourg dans le domaine de la santé, en prenant le secteur santé humaine et action sociale, augmente également, ne serait-ce qu'entre 2019 et 2022, où on passe de 6 500 à 1 400 Français, sur 114 000 travailleurs frontaliers aujourd'hui, les chiffres de mars 2022 de l'IGSS, de l'Inspection générale de la sécurité sociale. On voit que là, on représente autant que les Allemands et les Belges qui vont travailler de l'autre côté. Donc toutes ces populations, elles se concentrent aussi près des frontières, et le secteur médical et paramédical représente vraiment un des secteurs phares de l'emploi pour les Français au Luxembourg, hein, à côté d'autres secteurs comme la restauration ou le BTP. Donc d'un autre côté, non seulement on a cette attractivité sur les professionnels de la santé, mais aussi sur les Français qui vont se faire soigner au Luxembourg. Comme du coup, il y a un manque de médecins côté français et qu'il y a beaucoup de frontaliers qui bénéficient de la double sécurité sociale, qui peuvent se faire soigner au Luxembourg comme en France, du coup, on voit bien le nombre de Français, là en vert, qui augmente aussi d'année en année pour aller se faire soigner dans les hôpitaux au Grand-Duché. Donc les remèdes, comme j'avais zoomé sur toute cette partie nord, hein, il est clair que les réponses, elles vont se trouver aussi au niveau européen, avec l'Union européenne, qui encourage les coopérations transfrontalières, qui encourage la mise en place, on parlait de bassins de vie, mais aussi d'espaces de santé communs. On parle de contrat local de santé transfrontalier aujourd'hui, non seulement donc à l'échelle de PCI, mais dans ce qu'on appelle des groupements européens de coopération transfrontalière, pour essayer d'harmoniser et de faire en sorte que tout le monde ait droit à se faire soigner. Et si on est tout de suite près de la frontière, qu'on ne fasse pas 60 km pour aller se faire soigner à Metz, ou si on est à Longwy, redescendre sur Nancy. Mais se faire soigner directement de l'autre côté de la frontière. Donc c'est vraiment encouragé par tous les accords cadres qui ont été mis en place, toutes les conventions qui existent pour créer des espaces de santé communs en quelque sorte, donc pour permettre de se faire soigner des deux côtés dans des domaines très précis. Les conventions identifient ces domaines, et là dans les interviews, on voit que la volonté, c'est d'élargir aussi les domaines, les types de pathologies qui peuvent être soignés, en faisant ressortir les problèmes financiers qu'il peut y avoir, les problèmes juridiques par rapport aux différences de systèmes de santé. Mais il existe déjà donc beaucoup de choses qui ont été mises en place, et on progresse pour essayer d'avoir ces espaces communs, des observatoires de la santé, à l'image de ce qui se passe entre la France et la Belgique, pour améliorer l'accès aux populations frontalières au système de soins, réduire les surcoûts générés par le principe de la territorialité des prestations et la réalisation d'économies d'échelle par une utilisation plus rationnelle des infrastructures et des équipements. Et c'est ce qu'on assiste en fait à cette rationalisation des structures un petit peu partout. Alors ces espaces transfrontaliers portent parfois des noms un peu complexes. Ça paraît un peu ardu de parler de zones organisées d'accès aux soins transfrontaliers, ZOAST. Pas très attractif comme acronyme, mais il y en a 7 qui se sont déjà mis en place. Et il y a des projets entre la France et l'Allemagne, entre la Sarre et la Moselle, de coopération pour faciliter en fait ces passages et cette harmonisation des deux côtés de la frontière. Et de nombreux projets de coopération dans le cadre d'Interreg, le programme de coopération transfrontalière, existent, alors que ce soit pour faciliter les passages transfrontaliers, l'offre de soins, mais aussi pour former les médecins, encourager la mobilité des futurs médecins dans la grande région. C'est un peu paradoxal parce qu'on se dit le Luxembourg attire déjà et du coup du côté français ça se vide, mais en même temps on met en place de quoi favoriser cette mobilité et des formations en commun avec Nancy, avec Luxembourgville, maintenant Arlon, etc. Donc c'est peut-être à double tranchant si on encourage toutes ces coopérations. Les réponses au niveau national, en regardant tout ce qui se fait, il y a beaucoup de choses, tous les dispositifs incitatifs, et on s'y perd d'ailleurs. Il y a une multitude de dispositifs qui rendent un peu la lisibilité, je trouve, complexe de tout ce qui peut se faire, mais on parle beaucoup des maisons de santé pluridisciplinaires, la suppression du numerus clausus. Là, on augmente un peu les pourcentages de ceux qui passent de première à deuxième année, mais bon, ça reste quand même limité, ces maisons de santé. Donc,
que vous connaissez, qui se développent, qui peuvent être une des solutions. L'Agence régionale de santé, les projets, tous les schémas qui existent et qui se déclinent à toutes les échelles. Et là aussi, il y a tout cet emboîtement qui est présenté. Donc au niveau départemental, j'avais pris l'exemple de la Meuse avec la télémédecine, et je pense que Jacques va en parler aussi, de ce projet de télémédecine, donc pour les territoires qui mettent en place ces projets. On parle aussi des communautés professionnelles territoriales de santé qui se mettent en place. Donc vous voyez, il y a une multitude, ça foisonne dans les initiatives, ça ne manque pas, que ce soit au niveau national ou européen jusqu'au niveau local. Et là, j'ai repris le Val de Fensch. Le Val de Fensch, parce que je vais prendre les exemples qui sont les plus dynamiques par rapport à d'autres où vraiment on n'a pas encore beaucoup réfléchi, mais ça monte en puissance sur ce que l'on peut faire pour rester attractif et offrir les meilleures conditions de soins aux populations. Là, vous pouvez prendre votre smartphone et télécharger ce que fait le Val de Fensch, justement dans l'offre de la mise à disposition des données. Et on voit, c'est très interactif aussi, c'est très... je vous laisserai découvrir parce que c'est tout nouveau, ça va être en fait mis en place, ça a été présenté aux élus avant-hier, et ça va être mis en place d'ici demain. Donc avec des groupes thématiques, vous voyez, de santé, l'adhésion au réseau français des villes santé de l'OMS, enfin, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se faire. Maintenant, on parle aussi des entreprises privées, pas seulement ce qu'on peut faire au niveau des territoires, mais les entreprises privées qui viennent démarcher aussi les collectivités territoriales pour mettre en place des télécabines dans les pharmacies, etc. Donc pour être connectés. Et dans les recommandations, c'est simplement quelques-unes, c'est un peu des jalons, hein, c'est un peu un patchwork, mais en regardant ce qui se fait et ce qui est possible, c'est un observatoire transfrontalier de la santé dans la grande région, justement pour obtenir des données et pouvoir bien analyser ces territoires dans une dimension transfrontalière. J'ai mis renforcer les compétences des GECT, des groupements européens de coopération territoriale qui sont peu connus, mais qui couvrent nos frontières et qui ont été sollicités lors de la pandémie, mais qui ont peu de moyens en fait. Rendre obligatoire peut-être la compétence santé au niveau intercommunal, puisque pour le moment c'est une option. Revaloriser, alors ça c'est ce que tous les professionnels m'ont dit, leur profession, avec une meilleure reconnaissance. Les salaires, mais bon, la France ne s'alignera pas sur les salaires luxembourgeois. Quand une infirmière ou un infirmier commence à 3 500 € net, qu'au bout de 20 ans, il a 6 500 € net, et sans les primes, sans les aides. Ou une infirmière au Luxembourg. Oui, au Luxembourg. Ouais, bon, ils ont bien raison d'aller au Luxembourg. Il y a pas donc, et le système de retraite, puisqu'il y a la pénibilité du travail qui est reconnue avec une retraite plus précoce qu'en France. Enfin, il y a tout ce système social qui fait qu'on aura du mal à concurrencer l'État voisin. Et bon, par rapport aux étudiants, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants en médecine, les effectifs des étudiants, dans les différentes formations, c'est aussi un levier. Enfin, il y a beaucoup de leviers, je pense, à actionner. Et c'était un peu un clin d'œil, mais le ministre de la Santé est lorrain, et donc une chance pour les territoires nord-lorrains quand il est venu le mois dernier à Longwy. Et voilà, pour renforcer un peu. Et il y a tellement d'ouvrages, il y a pléthore d'ouvrages aussi sur les déserts médicaux, ça ne manque pas entre tous les sites internet et les ouvrages. Donc il y a de quoi réfléchir sur l'évolution de nos territoires. Merci. Eh ben, merci infiniment. On aurait plein de questions à vous poser, mais on les posera peut-être juste après. Mais moi, ce qui me fascine toujours dans ces études, c'est qu'on ne demande jamais la parole des premiers intéressés. Voilà. Hein, on ne sait pas, alors que sûrement ils ont peut-être des meilleures idées que nos administratifs, parce que quand on voit les sigles qui sont mis en place, on tombe par terre, parce que c'est totalement incompréhensible. Mais donc là, il y a quand même lourdement un gros problème de différence de revenus qui explique ces différences. Mais je reste toujours très étonné que peut-être que les citoyens auraient un peu plus d'idées pour répondre à cette situation que les experts. À vous, cher monsieur le chirurgien. Il marche bien votre micro? On m'entend bien parce que je trouve qu'il faisait un peu de bruit de fond. Non, ça va bien. Eh bien, bonjour à tous, merci beaucoup. Lorsque Madame Caps m'a proposé il y a 1 an de participer à une table ronde sur les déserts médicaux, puisque le thème c'était le désert et que c'est difficile de ne pas parler de désert médical, je lui avais dit, et sans faire de fausse modestie, que je pensais que je n'étais pas compétent et que, pour préciser un peu ma pensée,
que ça serait beaucoup mieux que ce soit fait par des géographes. Et on en a eu la démonstration, elle m'a dit qu'elle ne m'avait pas attendu. Et on a eu une présentation globale. Et puis, je trouve que c'est très bien parce qu'en contrepoint, Madame a présenté un biais de la présentation globale qui n'est pas un biais méthodologique. Votre travail est parfait, monsieur. Mais un biais qui est qu'il n'y a pas que des facteurs de densité de territoire pour évaluer une adéquation entre une offre de soignants et des besoins de santé. Les prix, c'en est un. Le deuxième, c'est d'aller avec un granulat très fin. Dans la carte que vous avez présentée dans Le Monde, et l'article très intéressant, on voit que les 3 départements où il y a le plus de spécialistes, c'est la Gironde, les Bouches-du-Rhône et puis les Alpes-Maritimes. Les Bouches-du-Rhône, il y a autant de médecins qu'on en veut, vous le prouvez. Simplement, si vous allez dans les quartiers nord de Marseille, vous avez vu l'actualité récente du médecin qui a été braqué 4 fois et qui est parti. On s'aperçoit qu'il n'y a pas que les éléments, il y a des éléments sociologiques importants et on pourra faire tout ce qu'on veut, on pourra faire la danse du ventre. On n'obligera pas les médecins à s'installer là où ils n'ont pas envie de s'installer. Je voudrais introduire 2 présentateurs, 2 acteurs. Un Américain qui s'appelle Milton Romer, qui en 1961, c'est un économiste, il était à Harvard, à Stanford, il n'y a pas mieux, et il a émis une règle parce que quand il s'est plongé dans la santé, pour l'économie, il s'est arraché les cheveux parce qu'il a dit « je ne comprends plus rien du tout, ça ne respecte rien ce truc-là ». Et il a émis une loi qui a été reprise par tout le monde et qui est vraie, qui est que quand on crée un lit d'hôpital, immédiatement, ce lit d'hôpital est occupé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est l'inversion de la loi de l'offre et la demande. Voiture électrique, si personne n'en achète, ce n'est pas la peine d'en produire parce que vous allez les garder sur votre parking et dans votre concession. Les voitures électriques, si tout le monde en achète, il ne faut plus faire de voitures thermiques parce que celles-là, vous allez les garder et vous ne vous en sortirez pas. Et la médecine, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que quand il y a une offre plus importante, mécaniquement, il y a plus d'activité, mais ça crée, ça génère une offre supplémentaire. Le deuxième, c'est un Suisse qui est du Tessin, il s'appelle Gianfranco Domenighetti. C'est un médecin de santé publique qui était très populaire, très charismatique. Le Tessin, c'est intéressant parce que culturellement, c'est l'Italie. C'est au sud des montagnes, c'est au nord de l'Italie. Pour retourner vers le nord, il faut gravir les montagnes, c'est dur, ou il faut passer les tunnels, c'est long. Et les Tessinois, sur la santé, restent vraiment, sauf les opérations ou les gestes médicaux un peu exceptionnels, ils restent vraiment dans le bassin de population, ce qui permet de faire une étude vraiment intéressante et fiable. Et il a comparé ce qui se passait dans le Tessin et ce qui se passait dans les West Midlands en Angleterre, parce que c'était vraiment deux secteurs totalement comparables. Et il a fait une publication en 84 au moment des vœux, où il a mis le bazar en disant « c'est marrant, j'ai regardé, on est sensible, on est complètement comparable pour tout, sauf une chose, les opérations, les hystérectomies, c'est-à-dire enlever l'utérus, il y en a 2 fois plus chez nous qu'il y en a dans les Midlands. Alors, est-ce qu'il y en a qui en font pas assez, d'autres qui en font trop ? Enlever l'utérus, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même une opération extrêmement invalidante, importante. Et donc, évidemment, il y a eu une bronca. Au bout de 15 jours, il a écrit une lettre, à nouveau, parce qu'il avait fait diffuser ces informations par tous les médias du canton, les journaux, la radio, etc. Et il s'est présenté ses plates excuses, parce qu'il a dit « je suis médecin de santé publique, je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas gynéco, j'ai méconnu des choses, etc. » Mea culpa. Et 1 an plus tard, il a refait une toute petite note dans les mêmes médias en disant en 1983, il y a eu tant d'hystérectomies, en 1984, il y en a eu 30% en moins. Et les années suivantes, ça a baissé encore de 25%, de 25%, de 25%. Il a publié ça en 88, et c'est pas du tout, c'est complètement hors sujet par rapport aux déserts médicaux, mais c'est pas du tout pour dire qu'il y a des anomalies de fonctionnement, mais il n'y a pas le seul facteur de répartition géographique pour comprendre la difficulté d'accéder aux soins comme les gens le souhaitent. Alors, si on veut essayer d'évaluer des causes, je ne suis pas expert, mais j'en ai identifié pour ma part 4, et le mot commun, c'est le changement. Il y a des changements de la demande, évidemment, au territoire rural.
Mon grand-père était boulanger dans un petit village d'Auvergne où il y avait 300 habitants dans le Haut-Cantal. Je peux vous dire qu'il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien dans les villages voisins. Dans la ville où il y avait une clinique qui était la clinique Roche, grand-père, père et fils, le fils, qui est un peu plus jeune que moi, quand il a pris sa retraite, il a fermé la boutique parce que ça ne correspondait plus aux besoins et puis en y ajoutant les réglementations, etc. Et donc on avait changé d'époque. Et c'est un fait incontestable. Et ça touche certains territoires au niveau des Vosges, évidemment. Le deuxième, c'est la baisse, le changement de l'offre. Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est que les médecins ayant le choix de s'installer à peu près partout, puisque tout le monde les sollicite, ne vont pas a priori 28 ans, 10 ans d'études, une femme, un gosse, ils ne vont pas se mettre forcément dans un endroit qui va être difficile, où la vie est moins confortable, entre guillemets, que dans d'autres territoires. Ça, c'est un élément qualitatif. Et un deuxième, qui est assez profond, qui touchait d'abord des spécialités, les anesthésistes, parce qu'ils n'ont pas de clientèle, ils font les prestations de services tout à fait remarquables pour les chirurgiens, mais ils n'ont pas de clientèle. Et maintenant, les généralistes, c'est qu'à la fin des études médicales, vous faites des remplacements. Alors c'est stressant, mais c'est gratifiant. Et puis après ça, vous vous installez. Et il y a une génération de médecins qui veut plus s'installer, avoir créé le cabinet, toutes les responsabilités, le fonctionnement, etc. Et ils préfèrent faire des remplacements. Ils font des remplacements d'autant plus volontiers que c'est très rémunérateur. Parce que par exemple pour les anesthésistes, un directeur d'hôpital où il n'y a plus d'anesthésiste, il ferme la boutique, en tout cas toute la partie chirurgie. Et donc ils font des propositions intéressantes. Ce n'est pas inintéressant humainement, aussi professionnellement. Il faut avoir des tripes, il ne faut pas avoir trop de charges de famille, mais c'est possible. Et les généralistes, il y a vraiment de plus en plus de généralistes, notamment dans la moitié sud de la France, vous l'avez peut-être observé, qui ne s'installent plus et qui font partie de groupements où ils créent des cabinets de médecins et ils vont assurer des vacations de 7h du matin à 9h du soir, histoire de bosser 3 ou 4 jours par semaine. C'est pas des paresseux, mais ils veulent changer pour se garder des espaces et en plus ils travaillent sur plusieurs sites. Donc la notion de médecin traitant est un petit peu bousculée. Troisième changement, c'est au niveau de la médecine. Là, je vais le faire simple. Le médecin, il y a 75 ans, quand il est habillé tout en noir, il avait une besace noire, il représentait beaucoup des connaissances médicales de l'ensemble. Vous prenez un ballon que les gosses gonflent avec de l'air, enfin, ils peuvent être gonflés à l'hélium, vous voyez ce que je veux dire, 30 cm de haut à peu près, et vous imaginez dedans, je ne sais pas comment vous le mettez, un truc de la grosseur d'un pamplemousse ou d'une balle de handball, et vous voyez à peu près la proportion. Et c'était la balle de handball ou le pamplemousse, c'était la proportion de ce que le médecin, un bon médecin, savait des données médicales par rapport au volume du ballon il y a, on va dire, 75 ans. Aujourd'hui, on leur met beaucoup plus de choses dans la tête et les gosses qui sortent de la fac, ils en ont plein dans la tête, ils ont le génome, ils ont tout. Donc ils sont passés de la balle de handball à la balle de foot, au ballon de foot ou au ballon de basketball. Et par contre, les connaissances médicales, elles ont aussi cru. Et ce ballon, il n'est plus dans un autre ballon, il est dans une montgolfière. C'est-à-dire que les médecins ont maintenant besoin, très très vite, même pour des choses assez banales, de s'appuyer sur des laboratoires, de la radiologie, des spécialistes, d'avoir accès rapidement aux spécialistes. Et c'est plus une notion de compacter le temps que de s'affranchir ou d'avoir un problème de distance. Si le patient peut avoir une prestation beaucoup plus complète en faisant 15 ou 20 km, eh ben, il les fera de la même façon qu'on a évolué pour aller au commerce de proximité. Alors, si j'ai le temps de proposer quelques solutions, il y a 4 solutions schématiquement. Soit ça vient d'en haut, soit c'est la municipalité pour le milieu rural, soit c'est la télémédecine, soit c'est le cabinet hospitalier. Alors, venu d'en haut, je pense qu'on peut oublier tout de suite. Ce n'est pas du tout que les politiques ne soient pas compétents, c'est que c'est un problème. D'abord, ils n'y connaissent rien. Et deuxièmement, ils n'ont pas la clé pour ouvrir la porte, pour régler le problème. Je ne sais pas si l'un d'entre vous connaît la loi du 19 Ventose en 11, qui est en 1803. C'était la loi qui a créé les officiers de santé.
Et c'était quoi cette loi qui a créé les officiers de santé? C'est une loi qui disait à partir de maintenant, et ça a été mis en application immédiatement, pour exercer la médecine ou la chirurgie, il faut être docteur, avoir passé le diplôme, sauf en milieu rural, parce que c'est un peu plus compliqué, etc. Et cette loi, elle a perduré, elle a été en application jusqu'en 1892. Les tentatives de proposer des primes à l'entrée ou de faire de la coercition, à dire en quatrième, on va créer une quatrième année, M. Favreau nous a dit qu'il n'y croyait pas, je n'y crois pas beaucoup non plus, et si vous me pardonnez cette trivialité, cette grossièreté, c'est quand même très con. Parce qu'il y a une solution qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, qui est de refaire, alors je suis vieux, je suis d'accord, etc., mais moi j'avais l'externat. Et en troisième année, vous alliez dans les hôpitaux. Alors, c'était vraiment enthousiasmant, parce que quand vous faites médecine, c'est pas pour rester derrière des bouquins d'anatomie. Et puis 2, c'est du personnel gratuit, et on manque de personnel dans les hôpitaux. Et puis les gars se mettent tout de suite dans le bain. Pourquoi on attend 6e, 7e année pour leur faire passer un concours qui va déterminer leur vie? Ils ont 25 ans, ils sont mariés, Enfin, c'est fou de passer un concours si tard, alors qu'on pourrait mettre les gens dans le bain, et que là-dedans, on leur dise, les gars, vous ferez un an dans des endroits où ça sera déterminé. Après tout, quand on est à l'internat, on choisit les postes qu'on veut en fonction de son classement et des gars qui sont les promotions précédentes. Donc ils auraient accepté ça plutôt que d'arriver, allez, on va leur mettre une 4e année et puis ils vont aller dans les déserts médicaux. Donc on oublie. Deuxièmement, c'est la détermination municipale. Alors ça, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça devienne de l'obstination, quoi. Parce que dans le conseil municipal, il y a la majorité et l'opposition. Le maire, il est vraiment empoisonné parce que le médecin est parti, il n'y a plus personne, personne ne le remplace. Et donc il y a les gars qui lui disent mais il faut prendre la télémédecine, les autres qui lui disent mais non, il faut aller en Roumanie, les troisièmes qui disent mais non, il faut prendre un cabinet de consultants à Paris, ils vont résoudre les problèmes, etc. Et c'est un petit peu compliqué. Et après ce que je vous ai dit précédemment, je pense que l'idée de remplacer poste pour poste, c'est une ineptie. Ça serait sympathique, mais ce n'est pas possible. Et je vais vous dire, vous prenez un médecin qui exerce seul dans un village, un gros village, il part, on est en 2022, il a 68 ans, il a fait 40 ans dans la boutique, il part, on lui fait un pot, parce qu'en plus de ça, il a été maire pendant 15 ans à un moment donné. C'est vraiment un type bien. Et il a essayé de trouver quelqu'un pour reprendre son cabinet, il a trouvé personne. Alors imaginons, on ne va pas aller chercher comment s'appelle le gars qui a conseillé Pogba, mais on va prendre une fée. C'est plus romantique. Prends une fée, elle vient, elle lui dit, écoute, je te fais une proposition. On est en 2022, tu as 68 ans, c'est quand même un peu la fin. Je te propose de te redonner tes 28 ans, tout de suite, mais à une condition. Tu continues et tu restes là pendant 40 ans. Est-ce que le gars, s'il est honnête, imaginant ce qui est devenu la médecine aujourd'hui, ce qu'elle sera en 2062, est-ce qu'il dirait oui? Bien sûr, il dirait oui. Enfin, moi, je dirais oui, si on me le propose. Mais non, ça marche plus comme ça. On a besoin, non pas de remplacer un médecin poste pour poste, on a besoin de créer un réseau de santé. Alors, les réseaux de santé, on en a parlé, c'est de l'incantation, ça tombe jamais. On a besoin de bosser ensemble. Et là, paradoxalement, la télémédecine peut peut-être y aider. La télémédecine, pardonnez-moi d'être provocateur, la téléconsultation, vous en avez entendu parler, bien sûr, il y en a eu 13 millions en France pendant une période donnée pour 68 millions d'habitants. Aux États-Unis, il y a 5 fois plus de personnes, il y a 340 millions d'habitants. Combien il y a eu de téléconsultations? 13 fois 5? 65? Non. 65 millions? Non. 13 millions? Non. Il y en a eu 3 millions. Pourquoi? Parce que d'un côté, elles sont gratuites, de l'autre côté, elles sont payantes et pas remboursées. Et c'est pas un modèle du genre. Mais la téléconsultation par téléphone, c'est mon point de vue, je le partage, on a le droit de ne pas être d'accord, c'est du pipeau. Ça permet de résoudre les problèmes quand il n'y en a pas, et c'est très bien, parce que ça permet de rassurer, parce que quand on va faire une consultation, c'est pour gérer une anxiété, et c'est très bien. Ça permet aussi, dans les cas extrêmement compliqués, de dire « FISA, vous allez à l'hôpital », et c'est très bien, mais une consultation médicale, c'est une partie conversationnelle,
et une partie d'examen physique. Et on ne fait pas l'examen physique par le téléphone. Et on ne le fait pas, je pense, de mon point de vue, ça n'engage que moi, madame, avec la cabine, la sanisette que vous avez montrée, où on monte sur le troll et où le gars il est supposé s'examiner tout seul. Ça ne peut pas marcher. Déjà, vous prenez votre tension, vous avez 22 tensions parce qu'il y a l'émotion. Ce n'est pas votre métier. C'est un métier d'être infirmier ou d'être médecin. Alors la télémédecine, première condition, il y a une infirmière ou un infirmier à côté du patient. Sinon, c'est ingérable. Deuxième condition, on doit travailler l'examen physique. Et la condition doit être vraiment très dure, puisqu'il faut considérer que la perception des inspections, de l'auscultation, de la palpation et de la percussion doivent être au moins aussi bonnes que si c'était en situation présentielle avec le patient sur le canapé dans le bureau. Alors, palpation et percussion, vous devez rigoler en disant comment tu palpes à 1000 km. Eh bien, il y a un moyen, ça s'appelle l'échographe. Parce que nos ancêtres avaient un sens tactile que nous avons perdu, parce qu'on a eu beaucoup d'outils de facilité qui fait qu'on ne se donne plus le mal et qu'on a perdu un petit peu cette pratique, même beaucoup, totalement cette pratique. Et l'échographie permet d'aller en profondeur. Eh bien, un test, et pour le moment, je peux vous dire que c'est vraiment très très peu, et quand je dis c'est très très peu, c'est même pas epsilon. Le jour où les médecins généralistes feront tous de l'échographie, eh ben on aura franchi un cap et on sera dans la bonne direction. Et deuxième condition, il faut que le médecin puisse travailler avec la tête libre, que ça ne soit pas un problème de process de dire merde, comment il faut que je mette en marche le truc parce que je n'ai pas fait ceci et ça ne marche pas et ça bug et ceci et j'oublie tout. Et il emploie un mot qui est un peu plus trivial encore que je n'emploie pas. Eh bien, il faut que dans sa tête, le fait de faire une téléconsultation ou une consultation présentielle, ça soit exactement la même chose, le même procédure. Donc il faut contribuer à lui donner un local qui va lui permettre de travailler en synergie, mais vraiment au-delà des mots, quoi, avec l'infirmière. La consultation, ça se fait avec l'infirmière. Bien entendu, elle peut aussi très finement quitter la pièce si jamais le médecin veut dire des choses un petit peu particulières aux patients qui sont un petit peu dures à entendre et où il faut une certaine intimité. Mais la consultation, ça lui fait gagner du temps. On n'a pas assez de médecins, donc on n'a pas assez de temps médecin. Si l'infirmière fait l'entrée de consultation, la sortie de consultation, le médecin, il gagne beaucoup de temps. Et il ne fait pas du travail bâclé. Il fait du bon travail. Mais il le fait différemment. Et je pense que si on crée une structure dans laquelle infirmiers et médecins travaillent ensemble et qu'on permet au médecin de refaire des choses qu'il ne fait plus, il ne fait plus une suture. Mais pourquoi ? Parce que c'est compliqué de faire une suture, parce que dès qu'il a mis les gants, on ne peut plus ouvrir une boîte stérile, qu'il est tout seul, que sa secrétaire, qui est une fille très bien, se pâme dès qu'elle arrive et qu'elle voit une goutte de sang. Donc c'est un boulot infirmier et médecin. Et il faut qu'il refasse ça. Il faut qu'il redevienne un petit peu le pédiatre et un petit peu le gériatre, parce que vous l'avez remarqué, la pyramide des âges, ça s'élargit vers le haut. Donc il faut qu'il fasse tout ça, et à ce moment-là, en commençant cette modification, non pas par l'hôpital. Tout le monde parle de l'hôpital, oui, j'ai passé toute ma vie à l'hôpital, donc je sais ce que c'est. Oui, il faut qu'on change l'hôpital. Non, on commence déjà par changer la base. On fait un socle, et là-dessus, on peut construire le reste. Merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va vous donner un petit peu la parole. Moi, j'ai évidemment plein de questions, vous peut-être plein de réactions, mais autant, puisque vous voyez, c'est quand même votre santé qui est en cause, et la plupart du temps, comme je le faisais remarquer de façon un peu impertinente, dans notre monde de la santé, les plus silencieux sont les premiers concernés, les patients. Donc si vous avez quelques remarques ou quelques questions avant que moi je titille nos invités, c'est avec plaisir. Je sais que la première question est toujours difficile, la dernière aussi. La seconde, peut-être qu'on peut passer directement à la seconde question. Là-bas au fond, il y a une question. C'est vrai. Alors je ne sais pas comment ça marche ici. Peut-être que vous avez... Il y a des micros, pardon ? Ouais. Donc elles sont
Livourne-sur-Orléans, à 30 km. En tant qu'élu, on a essayé de constituer une maison de santé avec des aides, vraiment. On trouve personne, pas même en Roumanie. Non, je veux dire par là qu'on trouve personne et ça laisse entre 3005 et 4000 personnes sans aucun médecin. Voilà. Et excusez-moi, j'ai pas entendu dans quelle région, dans quelle partie c'est. Ah, Beaujon. D'accord. Tout à fait. Sur la Loire, je veux dire par là, sur la Loire, c'est un territoire qui normalement peut être, vu de loin, vu des villes, habitable. Oui, non, monsieur derrière, est-ce que vous avez une voix très forte ou pas? Alors, il faudrait que vous avanciez jusqu'ici, je sais pas comment ça marche. Nous ont abreuvé de chiffres. Le premier intervenant nous a montré la densité. Vous voulez pas avancer un peu parce qu'on vous entend pas du tout. Hein. Bah oui, bah, je vais pas aller sur l'estrade, je vais pas. Mais vous pouvez pas vous déplacer. Ah ouais, bon, attendez. Non. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je disais que le premier intervenant nous a en gros, tant mieux, a abreuvé de chiffres. Le premier, c'était une densité des médecins au kilomètre carré. Et la deuxième personne, c'était l'âge par rapport, etc., etc. Ce qui aurait été bien le premier intervenant, c'est qu'il sépare les médecins de l'hôpital public, hospitalier, cardiologues, neurologues, etc., que les médecins libéraux. Quand on voit aussi que dans la Nièvre, comme il a montré, dans les Vosges ou dans la Meuse, il y a moins de médecins dans Meurthe-et-Moselle, etc., que dans le Sud, il ne faut pas oublier qu'à part le Luc, il n'y a pas de cité universitaire, encore moins dans les Vosges, encore moins dans la Nièvre. Il y en a plus à Nancy, qu'à Metz, à Strasbourg, etc. Est-ce que vous ne croyez pas que les médecins vont faire le business, on va dire, dans les cités universitaires, qu'il y a des peuplades, voilà. Et d'autre part, j'avais écouté, il y a très longtemps, au mois de mars, je crois, sur France Inter, le 13-14, donc c'était en direct de Saint-Dié, d'ailleurs, il parlait du Covid. Et il y a Alain Bragard, pour ceux qui connaissent à Saint-Dié, qui avait expliqué qu'il y a la surenchère entre médecins hospitaliers. C'est-à-dire qu'à Épinal, sur Internet, il payait plus cher un médecin spécialiste qu'ailleurs. Alors je voudrais savoir si, et d'autre part aussi, est-ce que les médecins en ruralité, est-ce qu'il y a aussi le cadre de vie à revoir pour les médecins? C'est-à-dire que si un médecin en zone rurale, avec sa femme, 2 enfants, il faut qu'il trouve une école, il faut qu'il trouve un boulot pour sa femme, il faut qu'il trouve aussi un cinéma, un théâtre, un cadre de vie, et puis même des relations qui correspondent à, voilà, on va dire avocat, etc. Alors, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas ce problème-là aussi? Donc, d'un côté, la surenchère dans le milieu hospitalier. D'un côté, beaucoup de médecins sont attirés par les cités universitaires. Et voilà. C'est tout. Est-ce que qui veut répondre? Merci. Je vais répondre sans répondre. Ah ben si, vous me répondre. Oui, je vais essayer de répondre quand même. J'essaie de répondre sans répondre parce que on manie beaucoup de choses à la fois là dans la question. Oui. Et donc il est difficile de répondre de manière circonstanciée à chacune d'entre elles. Il faudra avoir bien plus de temps. Mais ce que ces 2 interventions nous disent, c'est d'abord que partout la question se pose dans des hauts lieux qui ont fait l'histoire de France, comme Beaugency par exemple, vous avez le plus grand mal à attirer des nouveaux. Et à côté de ça, ça dit une deuxième chose, c'est que partout on a des élus qui se préoccupent, qui se soucient, démunis qu'ils sont en grande part pour pouvoir agir, car leur compétence en matière de santé, elle est nulle, objectivement. Ils peuvent seulement trouver des choses qui peut-être pourraient, mais ce n'est pas eux qui décident de l'allocation des ressources. En France, il faut bien comprendre qu'on peut manier toutes les idées qu'on veut, et c'est pour ça que moi je me borne ici, là, à décrire et à continuer
et tel Sisyphe l'a poussé mon rocher tous les jours depuis tant d'années. Parce que je me dis qu'à force d'enfoncer le clou, les choses viennent. Et on voit bien que dans les dernières années, ces sujets que j'ai portés avec les associations d'élus, AMRF, APF, l'Association des petites villes de France, dont je suis également conseiller scientifique, ce sujet vient quand même à l'ordre du jour. Le danger, il est qu'on en parle, mais qu'on ne fasse rien. Que ce soit comme une sorte de mantra qu'on va répétant pour calmer les foules, notamment les gilets jaunes, et puis que finalement, on ne fait rien parce que pour certains, l'inégalité, c'est une chose dont ils n'ont rien à faire et un fonds de commerce assez utile pour au contraire fabriquer de nouvelles inégalités plutôt que de réduire celles existantes. Mais ça montre aussi, ces deux interventions, que parmi nous, il y en a plein de gens de bonne volonté, car nous sommes un peuple de citoyens de bonne volonté. L'école, elle n'a pas servi à rien depuis 2 siècles qu'elle existe, et puis évidemment, particulièrement depuis ce grand Saint... Comment on dit l'habitant de Saint-Dié ? Ah oui, un théodacien, qui est Jules Ferry. Hein, donc, pardon ? Oui, c'est ça, oui. C'est pas de ça dont je parle, cher monsieur. Excusez-moi. Voilà, donc ça dit qu'il y a des bonnes idées partout, mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas tellement à nous. Nous, on peut simplement faire savoir, etc. Mais ce que la loi a créé, seule la loi peut le défaire. Non, je ne crois pas. Je ne serais pas du tout d'accord avec vous, cher Emmanuel. Je crois que vu le débat qui existe depuis une vingtaine d'années, aujourd'hui, il n'y a que des rapports de force qui peuvent inverser la situation. Non, ce n'est pas des rapports de force. Et en particulier, les élus. Les élus ont un rôle essentiel, beaucoup. Et les citoyens, éventuellement. Alors, on est d'accord. Je voudrais donner un conseil à monsieur, enfin conseil. Je ne suis pas payé pour donner des conseils, donc ça prouve qu'ils sont désintéressés. Si le problème du médecin ou du cabinet aujourd'hui, c'est de se mettre en relation avec les spécialistes. Les gars à l'hôpital, ils sont surbookés, donc ils ferment la porte ou ils ne l'ouvrent pas. Si jamais, c'est là où la technologie peut servir, c'est de mettre en relation le patient avec un spécialiste. S'il a son spécialiste, il va le voir, c'est très bien. Il a le rendez-vous, c'est très bien. Sinon, on lui propose un rendez-vous avec un spécialiste. Vous êtes bien assis, la cible, c'est sous 48 heures. Parce que les délais en semaine et en mois, ça c'est impensable. Et qu'il y a une seule loi en médecine qui n'a pas d'exception, je ne parle pas de celle de Römer, c'est que quand il y a un problème, plus vite on le prend en charge, mieux ça se passe. Il n'y a pas qu'en médecine que c'est vrai, mais en médecine c'est vrai. Et pour ça, il faut vraiment assurer la jonction avec les complémentaristes, biologie, imagerie, endoscopie, et avec les spécialistes. Moi, j'aimerais vous poser une question à vous trois, puisque c'est une sorte de leitmotiv qui est toujours repoussé, c'est sur l'obligation de la fin de la liberté d'installation. On n'arrête pas de répéter que si on faisait cette fin, les médecins ne viendraient pas. Il n'y a aucune étude qui le montre, absolument aucune. Mais je voulais juste avoir votre avis, puisque grosso modo, pour toutes les autres professions, les pharmaciens, les vétérinaires, les infirmiers, etc., ça marche. Comment vous expliquez ? Est-ce que c'est vraiment une sorte de blocage et de reprendre un peu ce que dit souvent Emmanuel Vigneron, à savoir que, de fait, les politiques n'ont pas très envie de réformer ce qui se passe. Voilà, et cette question de l'obligation, qui est vous qui êtes, et vous, madame, qui êtes... Voilà. Je pense qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et pourquoi les pharmaciens Attendez. Oui, mais je vous dis, on répond toujours, j'aimerais qu'on avance sur cette question-là. Les pharmaciens, ils travaillent très bien, et c'est pas des mouches, et c'est pas des vinaigres. Parlons correctement de ces gens-là, les infirmières, les vétérinaires. Oui. Voilà. Mais pourquoi les médecins seraient-ils à part, alors qu'ils sont financés en totalité par les pouvoirs publics, par l'État ? Mais comme tout le monde. Mais comme tout le monde dans le domaine de la santé. Mais attendez, je vais passer le micro. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Non, mais le problème, c'est que là même avec des médecins, ça ne marche pas. C'est parce que c'est les conditions d'exercice, mais faisons des conditions d'exercice favorables, attrayantes pour les médecins, et je vous jure qu'on en aura. Bon, je crois qu'on peut toujours
acheter des Porsche Cayenne à tout le monde, et puis etc. Et ça, non, laissez-moi terminer. Et ça apportera pas non plus de solution. Ce que je veux dire, moi, c'est que attenter à une liberté n'est pas une bonne chose. Jamais. Lorsqu'une liberté a été accordée ou conquise, peu importe la façon dont elle l'a été, après tout, pourquoi attenter à une liberté? Parce que attenter à cette liberté, ça serait peut-être attenter à d'autres libertés. Mais je peux aussi me souvenir, et je le fais de plus en plus, je crois que le moment est venu, en un temps de crise, en un temps de difficulté, en un temps où des changements importants se profilent et où on n'a pas du tout idée de ce à quoi pourraient nous servir tous les territoires français qui sont notre seule vraie richesse, si le désert médical continue de s'étendre par concentration dans les métropoles, eh ben, ça en sera fini de l'avenir des territoires français. Donc on peut se dire, ce que me disaient mes sœurs, ma grand-mère ou je ne sais qui, quand je faisais trop l'emmerdeur, quand j'étais petit, ah mais la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. On est d'accord? On l'a tous entendu dire, c'est un peu cucu, mais en réalité, il y a une certaine vérité là-dedans. Or, la liberté de l'installation, elle peut s'arrêter, et elle doit s'arrêter, dans l'esprit de la solidarité qui anime la République française, elle devrait s'arrêter là où commence la liberté des autres, qui est la liberté de pouvoir accéder à un médecin. Donc, comment on combine les deux? Comment on concilie deux pôles qui paraissent irréconciliables? Il y a plusieurs façons de les réduire. Et déjà, ces sujets-là, ils ont été animés il y a 100 ans. Par exemple, par Roger Martin du Gard. Dans les Thibaux, il y a des très beaux passages sur ce sujet-là, de l'égalité et de la façon d'y accéder. Et donc, on peut se dire, on peut y accéder par la Révolution. C'est Jacques, l'un des deux frères Thibault, qui milite pour ça. Attends. Et donc, on peut y accéder par la Révolution. Mais la Révolution, elle apporte souvent de plus grandes inégalités encore. On en a des exemples pleins. Donc, on peut se dire, c'est le compromis. Mais je pense que, très sérieusement, et c'est à l'État, au gouvernement plutôt qu'à l'État, au gouvernement, de mettre en ordre ce compromis. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le Pacifique Sud au milieu des années 80. C'était l'époque du massacre d'Ouvéa. Qu'est-ce qu'a fait Rocard? Il a dit, mettons ensemble Tjibaou et Lafleur. Et finalement, on a trouvé un compromis parce que l'État, le gouvernement, imposait le compromis et qu'il a pris ses responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait arriver à ce que la liberté d'installation soit en quelque sorte contingentée, soumise par le conventionnement sélectif ou par d'autres choses, au respect de la nécessaire égalité d'accès aux soins qui est prévue par la DDHC, c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui est le plus fondamental de nos textes, repris par la 5e Constitution de la 5e République, et texte auquel, quand même, j'espère, on peut tous également se référer. Merci beaucoup. Je t'en prie. Pour conclure, oui. Oui, il est difficile, en fait, effectivement, d'imposer la fin de la liberté à qui que ce soit, que ce soit les médecins ou ceux qui partent travailler au Luxembourg en leur disant non, il faut que vous restiez au moins un minimum en France avant de pouvoir partir. Et je pense que le résultat de ces déserts médicaux, c'est toutes les politiques d'aménagement qui ont été faites aussi. Parce qu'en tant que géographe, je n'ai pas toutes les informations sur l'évolution de la médecine, de l'organisation de la médecine, mais ces déserts médicaux, ils reflètent aussi les déserts, comme on le dit, sur d'autres équipements et services qu'on a laissés partir. Et si on compare avec l'Allemagne, par exemple, système allemand, où on a eu des politiques d'aménagement du territoire beaucoup plus volontaristes et une volonté d'équité territoriale aussi en hiérarchisant les centres et en faisant en sorte que les populations ne soient pas complètement dans des zones qui se seraient désertifiées de quelque point de vue que ce soit, on n'en serait pas là en France. Merci à vous tous. Voilà, merci infiniment à vous tous d'être venus et à vous trois de vous être déplacés jusqu'ici et d'avoir respecté à la minute près les horaires des interventions. On a compris qu'on y avait intérêt. Merci à vous tous et bon après-midi.